Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai convié devant ce micro un chef que j'aime beaucoup pour son caractère et parce qu'il parvient à l'insuffler dans sa cuisine. Yoni Saada est souriant, il a du tempérament, on sent qu'il peut gronder mais qu'il marche plutôt du côté de la lumière. Et c'est un soleil bien particulier qu'il aime convoquer. Yoni, c'est un chef qui cherche depuis toujours à traduire simplement la Méditerranée. Alors il a découvert la cuisine par hasard, plutôt sur le tard. Mais il a voulu faire les choses à fond, alors il s'est fait les jambes dans de grandes maisons, au sortir desquelles d'ailleurs il aura à cœur de tirer le fil gastronomique et la France découvrira alors son talent sur l'écran dans l'émission Top Chef. Mais ce que j'aime avec Yoni Saada, c'est qu'en lui se raconte une histoire franche, aux racines donc baignées de soleil. Quand je l'entends, je vois la roche blanche de la calanque de mon enfance, cette lumière qui frappe à la mi-journée, cette blancheur qui vient irradier sur l'eau. J'ai envie de manger simplement là, sur mon rocher. Et malgré son jeune âge, imaginez, il a 2 ans de moins que moi, Yoni Saada a déjà réalisé un sacré itinéraire qui l'a emmené donc des cuisines d'étoilés, de la haute gastronomie, à cette envie plus personnelle de retrouver une vibration qui lui est chère. Moi, je suis David Ordonneau et vous écoutez Chef. Aujourd'hui, on va donc parler d'une ligne fine entre terre et mer, pas d'une frontière, bien au contraire, d'une ligne qui rassemble des cultures et des peuples, un fil qui charrie les histoires et transmet les saveurs. On va se parler d'un ambassadeur du dialogue justement, d'un chef qui fait rayonner ce trait d'union et dont l'horizon se dessine sous un soleil qu'on aime de plomb. Cette ligne, on va la longer, on va longer la mer, y plonger, parfois remonter par les rochers et déguster un pambagna. Voici l'histoire de Yoni Saada. C'est quoi l'image qui te vient ou les mots qui te viendraient pour qualifier ton mood actuel, ce que tu fais, à quoi ressemble ta cuisine aujourd'hui? Mon mood, ce serait un lever de soleil sur la Méditerranée. Oh. Ah ouais, c'est pas mal. En fait, c'est l'image qui me ça vient. Va bien, ça va bien. Ouais, c'est l'image qui me vient tout de suite, ouais. Bah, je suis amoureux de cette mer. J'ai beau aller toutes les voir, j'ai la chance d'énormément voyager. J'ai quelque chose de vénal avec cette mer. Je sais pas, il y a quelque chose, le parfum, tout ce qui se passe. Même quand je plonge, j'adore plonger. Je suis un plongeur et je raffole de cette mer, des poissons qui sont dedans, même du goût qu'elle a. Quand tu bois la tasse, elle a un goût riche en iodes comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose le soleil qui brille dessus, tu vois, qui fait ce petit côté un peu éclat de diamant. Je suis amoureux de cette mer. Qu'est-ce que tu vois quand tu la vois ou quand tu la retrouves? Je vois un côté infini. Je vois déjà je suis contemplatif quand je la vois. Tu vois, d'ailleurs, je sais pas pour rien que j'ai écrit un livre qui s'appelle La Grande Bleue, c'est que vraiment je suis contemplatif. C'est tu vois, quand Besson il a fait Le Grand Bleu, j'étais jeune à cette époque-là, j'ai capté tout de suite en fait ce qu'il a voulu exprimer dans ce film en fait, vraiment. Et très vite dans les premiers plans, la tout lumière. De suite à la lumière et pourtant les premiers plans, tu vois, ils sont même pas en couleur hein. Et pourtant dans ce noir et blanc, dans ce côté un peu bronze, un peu comme ça, il y a une couleur, il y a quelque chose qui se passe et puis j'aime les Méditerranéens, j'aime leur côté brut, j'aime leur côté vif, j'aime leur côté nature, tu vois, ils sont un peu bruts de décoffrage comme ça, mais ils sont vrais, c'est des gens vrais, et ils sont tous pareils en fait. Quel que soit le pays, où que ce soit que tu les prennes, ils sont comme ça, et en fait, quand tu les prends vraiment du bon côté, c'est des gens exceptionnels, vraiment. Il y a un endroit où tu aimes la retrouver particulièrement, parce qu'on se parle justement de tout ce littoral, la Méditerranée, c'est un bassin, c'est plein de cultures justement, et on va les raconter justement, mais il y a la Grèce, il y a l'Italie, il y a la France, il y a le nord de l'Afrique, il y a plein de... tu vois, c'est même pas par pays, c'est vraiment plutôt par endroit. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien à Taormina, tout en haut, comme ça, tu la regardes en hauteur, elle brille, elle est incroyable. Ça pourrait être à Sidi Bou Saïd avec un bombaloni dans la main, parce que pareil, elle a quelque chose d'exceptionnel. Ça pourrait être en Espagne à Tossa del Mar avec un chucho, tu sais, ces fameux petits croissants fourrés comme une crème pâtissière un petit peu
à l'Orange, incroyable. Tu vois, pareil, elle a un côté incroyable. À Marseille, dans les calanques, on en parlait, ça aussi, tu vois, c'est à la Pointe Rouge. C'est fabuleux. À Cassis, quand, tu vois, je mangeais un pain bagnat là-bas au-dessus. Quand je vivais à Aix-en-Provence, je pourrais te dire, c'est marrant, je te parle d'endroits. 100 endroits. Et à chaque fois, tu prends un endroit et un truc à manger. Ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est très méditerranéen, ouais. C'est très méditerranéen. Quand tu te poses, tu contemples, tu grignotes quelque chose. On a ce côté un peu manger, le manger animal, tu vois, très pris sur le vif. Comme ça, je grignote des choses. J'aime manger plein de petites choses. Et surtout, d'aller s'arrêter dans un endroit pour manger quelque chose. Alors ça, c'est très français, mais c'est très méditerranéen aussi. Tu vois, et donc tout de suite, bah ouais, ça me ramène à quelque chose. Et c'est vrai que le chucho, par exemple, j'ai découvert ça il y a 2 ans. Je connaissais pas. Première fois que j'ai connu ça, j'ai dit, mais attendez, c'est pas, comment je connais pas ça, tu vois. Et je suis toujours émerveillé de voir des gens qui font des choses comme ça avec passion, depuis des décennies en plus. En général, c'est de famille. C'est des petits rituels, tu vois. Et qui font que, t'aimes bien t'arrêter à cet endroit-là, pour manger ça et regarder la mer et sentir ce petit air frais, iodé. Je trouve ça, franchement, moi ça me fascine. Ouais, ça me fascine. Et surtout, c'est comme des objectifs. Des fois, je voyage pour aller manger quelque chose. Ouais. Tu vois, j'ai envie de quelque chose, j'ai un rendez-vous, je me donne moi-même un rendez-vous avec, que ce soit en famille ou entre copains. Je me donne ce rendez-vous-là. C'est un moment où j'arrête quelque chose dans ma vie de restaurateur, de chef, pour aller prendre du pur plaisir, très simple. Ouais. Et je trouve qu'en fait, le plus grand plaisir, il est tout le temps simple. On remonte le fil ? On remonte le fil. Si on doit décrire l'environnement dans lequel tu as grandi, quand tu y repenses, c'est quoi les images qui viennent justement pour que les gens se le représentent ? Moi, je suis fils et petit-fils de commerçants, donc les premières images que je vais avoir, c'est traîner dans la boucherie de mon grand-père où travaillait mon père. Et là, on n'est pas au bord de la mer. Et là, on n'est pas au bord de la mer, pas du tout. Mais c'est déjà ce côté, je fais attention aux gens, je les accompagne dans ce qu'ils vont avoir dans leur journée ou dans leur semaine, pendant les fêtes, parce qu'il y a les fêtes, c'est un moment où les gens se retrouvent, donc tout de suite, je vois mon grand-père ou mon père qui donnait des conseils. Ouais, vous allez le cuisiner comment? Et tu vois, toutes ces choses-là, ça te ramène à l'humain. Là, on est à Paris. Et la deuxième image que je vais avoir tout de suite, c'est descendre dans la Peugeot 504 de mon grand-père pour aller au Grau du Roi, devant la Méditerranée, et puis plein de petites choses, le petit sac avec les crevettes dedans, le pain grillé, trop grillé le matin, mais qui a un parfum un peu spécial, et que des fois je retrouve même partout dans le monde, juste de sentir, ah, ce pain-là, il est un peu trop grillé, ça me rappelle quelque chose. Ah ouais. Et donc en fait, tu te rends compte que je suis peut-être pas devenu chef pour rien, en fait. Je pense que en fait, c'est des souvenirs qui ont marqué ma vie, et au bout du compte, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Tu vois, c'est des parfums, c'est des goûts, c'est des visions. Parce que à la base, je suis tombé vraiment par hasard dans la cuisine. Je devais pas faire ça. Qu'est-ce que tu observes? Tu parlais justement là, en l'occurrence, quand on décrit l'enfance, il y a une double atmosphère. On se parle de cette vie parisienne, et puis de cette échappée belle, là, au Grau du Roi. Il y a le soleil, et puis, alors, Paris n'est pas que grisaille, mais voilà, il y a cette vie dans la capitale. Il y a 2 vitesses un petit peu et tu parles de ce rapport au commerce aussi, cette attention aux clients que tu vois, que tu observes. Ouais. Je crois qu'en fait, c'est l'histoire de ma vie aujourd'hui, hein. Je suis à 200 à l'heure d'un côté, et puis j'ai besoin de prendre des vrais moments où le temps s'arrête, où je prends le temps pour moi, pour ma famille, pour les gens que j'aime, pour les copains, pour tout ça. Donc je pense qu'en fait, on relate un peu l'histoire de mon enfance. Donc oui, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand je cuisine, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire, avant de créer quelque chose, j'ai besoin de beaucoup de temps, et ensuite, il faut que ça aille vite. Parce qu'une fois que ça y est, c'est créé, il faut que je mette la chose en place, il faut que
tout de suite ça évite, et que comment on va faire pour que le mettre dans les restos, comment on va le cuisiner derrière, tout ça. Donc t'as ce truc contrasté entre une vie mais je pense que tous les chefs, on est tous comme ça. Ah ouais, je sais pas. Ouais, je pense qu'on est tous comme ça en fait. Je pense qu'on a besoin un peu d'un moment de décompresser, et puis pour repartir de plus belle, parce qu'on a un métier speed en fait. Notre métier, c'est du temps. C'est du temps, tout est timing, c'est-à-dire le rythme. Le rythme, ouais. Le rythme en cuisine, le rythme d'une assiette qui sort, faut que ce soit chaud, faut que le client il attende mais pas trop, parce que s'il attend trop c'est désagréable, mais s'il attend pas assez, il va manger trop vite et c'est désagréable aussi. Donc tout est une question de temps en fait. Ouais, de cadence. De cadence, et puis il y a la cadence aussi de la symphonie de la nature qu'on doit respecter. C'est-à-dire si on respecte, on fait pas de fraises au mois de décembre. Si on respecte, on suit la cadence de la nature. Donc, tout est une question de tempo en fait dans notre métier. Cette enfance-là, on en parlait. On parle de ce contraste entre la vie parisienne et justement les échappées que tu peux faire en famille. La table, le goût. Sur ce terrain-là, qu'est-ce qui remonte quand tu repenses justement à cette période de ton enfance? Est-ce qu'il y a comme ça des saveurs, des plats, une atmosphère ou des empreintes qui vont te marquer forcément? J'imagine qu'il y en a. Ah oui, il y en a plein. Il y en a que je comprenais pas déjà avant. Des histoires de conservation qui m'ont toujours fasciné quand je suis devenu cuisinier. C'est genre les carottes à l'huile et au citron avec des grains de poivre de ma grand-mère. Ça c'est un truc. Au début, elle met des carottes dans un bocal. Donc elle taille des carottes. Elle taillait. Je veux parler au passé, mais elle épluchait évidemment. Elle les taillait. Alors en plus elle les cannelait, donc de manière à vraiment à ce qu'elles aient une jolie forme avec le canneleur. Des tranches de citron dedans, des grains de poivre, et elle laissait ça macérer à l'huile. Dans l'huile, dans une huile neutre, et on mangeait ça, donc ça avait un petit goût macéré et ça se gardait longtemps. Les poivrons verts marinés dans du vinaigre, pareil avec des épices. Toutes ces choses-là, en fait, tu te rends compte qu'à la base, c'est des systèmes de conservation qui se sont passés de mer en mer, parce qu'à l'époque, c'était vraiment comme ça. On passait les recettes en Méditerranée, de mer, de la mer à la fille. Et en fait, après, quand tu deviens cuisinier et que tu comprends la technique, tu te rends compte qu'elle n'a pas compris du tout la technique, mais elle l'a plus que tout le monde. Mais par contre, voilà, on a passé quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que j'adore et qu'on retrouve du coup vraiment dans ma cuisine, ça c'est certain. Il y avait une place importante. Là, on parle de la conservation, des méthodes du quotidien finalement. Est-ce que la table avait une importance chez toi, dans ta famille, considérable, remarquable? Est-ce que c'était des moments qu'il fallait pas louper? Ça ressemblait à quoi? C'est des moments très importants, c'est des moments de retrouvailles, c'est des très très grandes tables. Très grandes tables où toute la famille se retrouve. Donc on parle de tables de 25, 30, 40 personnes. À Paris, on s'entasse, et on met les enfants dans une autre pièce, ils mangent comme si, ils vont manger avant, ils vont manger trucs. Et surtout, ce qui m'a toujours impressionné quand j'allais beaucoup chez mes grands-parents, c'est rien n'est prévu, mais d'un coup on se retrouve on a une table de folie, tu vois. Et moi j'aime bien ce truc-là. En fait. Rien n'est prévu. En vrai, si, non? Quand tu débarques comme ça après l'école, tu dis rien n'est prévu, mais là d'un coup il y a des choses qui sortent. Attends, on met ça, et puis il y a une table qui se crée. Et j'aime bien ce truc-là de je comprends l'histoire que je vais raconter à la table. Et moi c'est ce que j'essaye aussi d'expliquer aux gens qui m'entourent dans mon métier, c'est de capter en fait ce que le client il veut. C'est pas juste de vendre quelque chose de bon, d'être un bon vendeur ou quoi, c'est d'être capable aussi à un moment de faire, j'aime bien ce mot-là, de faire kiffer la personne qui est à notre table. Ça peut être en rajoutant un petit truc offert par la maison. On n'est pas assez après. Ce qu'on veut, c'est raconter une histoire, vivre une expérience et faire plaisir aux gens. Et je trouve que dans l'époque dans laquelle on vit, c'est encore plus important, ça a encore plus de sens. Et là, ce que tu racontes, en fait, c'est un truc qui se joue au-delà de l'assiette. C'est-à-dire que tu crées un moment, tu crées une forme de théâtralité. Et c'est ce que tu vois dans cette table-là qui s'allonge avec des plats qui arrivent que tu avais vu venir de nulle part et qui vont faire le moment, en fait. De toute façon, un restaurant, c'est un théâtre. Ouais.
c'est une pièce de théâtre. Mais c'est ce que tu décris dans ces tables de ton enfance avec tous ces gens. Complètement. Et puis les moments de rigolade, les moments de partage, les moments où ça parle fort là ou quoi, ou c'est religieux, c'est silence religieux, ça parle ça parle très fort. Il y a des gens qui plaisantent pas quand ils se mettent à table, c'est genre silence de. Non, chez nous ça parle très fort. Ça parle très fort et ça raconte des histoires et puis ça refait le monde, ça j'adore, tu vois, ça c'est pareil, c'est très méditerranéen, on pourrait refaire le monde 1000 fois et à chaque fois on le referait d'une autre façon et puis on continue et puis voilà, c'est qui a le meilleur la meilleure olive, qui a la meilleure huile d'olive, qui a la meilleure harissa, qui a cuisiné de cette façon ce truc-là. Et c'est pour ça on est toujours ramené en fait vers ce que les gens font, les gens qu'on aime. On dit toujours ouais non mais ma mère ou ma grand-mère ou moi mon grand-père ou truc, il fait le meilleur de ça. En fait, je pense que c'est juste que c'est l'amour qu'on dégage dans ce qu'on fait qui est capté d'une manière différente. C'est quoi l'empreinte de tous les plats justement qui arrivent sur ces tables? Est-ce qu'il y a une empreinte? On se parle de la Méditerranée depuis le début, mais on se parle d'une enfance aussi à Paris. Est-ce qu'il y a une empreinte, un ADN commun à tous ces plats qui viennent agrémenter ces grandes tables assez joyeuses, j'ai l'impression? Bon, l'huile d'olive évidemment. Après, il y a le petit côté des fois un peu piquant qui me plaît bien. Ça peut être une harissa ou un piment juste frit comme ça. Il y a la manière de travailler les herbes que j'adore. Mais après, ça peut être aussi d'une manière beaucoup plus fine. Enrober un poisson dans de la feuille de figuier, tu vois, où là d'un coup on sort du côté brut de décoffrage dans le goût à quelque chose de brut, juste très naturel qui paraît comme une évidence, quoi. Ouais, très simple, mais très délicat. Et les racines, elles sont où? De ta famille, de cette culture-là, de cette culture de la cuisine, elles vont chercher. Alors nous, mon père est tunisien et ma mère est marocaine algérienne de ses parents. Puis en Tunisie, il y a quand même une pâte, une signature italienne très forte, sicilienne très forte, parce qu'il y a eu vraiment, on mange aussi bien, on mange aussi bien un couscous en Sicile que des macaronis en Tunisie. Donc il y a quand même cette touche-là, je trouve. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, c'est une cuisine qui me touche, la cuisine italienne, parce que et sicilienne, parce que vraiment il y a quelque chose qui se ressemble, quoi. Ouais, il y a une forme de métissage. Complètement. Sur une petite localité, en fait, finalement. Est-ce que, malgré cette, je veux dire, il y a une forme de gourmandise, il y a une forme il y a ces moments partagés là. Est-ce que, à ce moment-là, toi, tu te dis, dans ton enfance, tiens, je vais m'orienter je vais prendre telle voie ou pas du tout? Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire enfant? Est-ce que c'est clair pour toi ou pas du moi, tout? pas du tout. Ouais. Alors, mais pas du tout. Je m'attendais pas à ce que tu me dises. Oui, c'est évident. Non, alors, pas du tout. Alors, je pense que. Toi, tu cours autour de la table. Ouais, moi, j'étais le goûteur. Moi, je suis le premier des garçons de toute la famille. Donc, j'ai été vraiment le goûteur. Je suis le grand frère. Je suis le grand cousin je suis le premier des garçons. Okay. Donc, c'est toi qui ouvres la marche. Donc, j'ouvre la marche et puis, j'étais vraiment le goûteur. C'est-à-dire, on me faisait rentrer dans la cuisine pour goûter. Voilà, pour dire alors, comment tu trouves, voir un peu. Puis j'aimais bien cette manière de regarder comme ça, de voir ma tête et de dire, ouais, là, il prend vraiment du plaisir, là, il en prend pas. Et je trouve que de toute façon. Tu te rappelles de ça, c'est marrant, parce que du coup, t'étais un peu l'éclaireur et les parents, ça devait les amuser de projeter finalement le premier dans ce petit. Et moi, j'ai ce truc-là aussi. Tu vois, je fais goûter toujours à mes filles, à ma femme ou à mes filles, quelque chose que je crée parce que je veux voir vraiment sur leur visage si on se trompe ou pas. Et je trouve qu'en fait, la mimique que tu as sur ton visage quand tu goûtes quelque chose, tu peux pas tricher. Ouais. Et donc tout de suite, tu vois s'il y a une espèce d'étincelle qui se crée dans les yeux ou pas. Et la lire sur le visage d'un proche, c'est la meilleure manière de savoir exactement, quoi il retourne. Exactement. Donc, toi, tu goûtes. Moi, je goûte. Tu sais pas où tu vas encore. Ouais, je sais pas du tout. Et c'est vrai que d'ailleurs, quand j'ai commencé la cuisine, j'étais le seul à ne même pas savoir éplucher une carotte, c'est-à-dire à part goûter. Et je pense que mon premier chef, il avait capté vraiment direct que en fait j'étais vraiment, j'avais du palais quoi. Ah oui, si t'avais du palais. Mais j'avais du palais, mais que je partais complètement de zéro. Mais à l'adolescence et tout, pareil, tu traverses l'adolescence sans te dire que tu vas trouver ou pas du tout. Ah ouais, non, pas du tout. Non, moi j'ai fait un bac scientifique à Charlemagne, donc tu vois, ça partait très mal. Puis faut pas oublier que c'est une époque où c'est pas la mode du tout d'être cuisinier, quoi. Ouais. Tu vois, c'est un peu la voie de garage. Années 90. Ah ouais, c'est années 90 à fond, donc. Donc Cyril Lignac n'est pas encore arrivé avec Oui Chef.
Top Chef est très loin de là. Top Chef est très loin de là. On cache les cuisiniers dans leur cuisine et puis on dit aux jeunes, si t'es nul, tu fais cuistot ou garagier ou mécanicien. Donc toi, tu sais pas trop, mais t'essaies d'avancer, voilà. Moi, je sais pas. Voilà, je suis à Charlemagne. Ça se passe plutôt bien pour moi, donc j'ai pas de raison de réfléchir à ce genre de choses et puis j'aime bien flâner malgré tout, donc je continue. Ma vie va bien, quoi. Et puis après, après mon bac, je commence à me dire, il faut que je fasse quelque chose avec mes mains, Je sais pas, je le ressens au fond de moi, donc. Ça, tu dis avec tes mains vraiment pour de. Ouais, je voulais faire quelque chose d'artistique entre guillemets ou en tout cas peut-être d'artisanal. Et mon père et mon grand-père avaient été ébénistes avant d'être bouchers. Et moi, je voulais pas du tout être boucher en fait. Et parce que je trouve que c'est un métier magnifique, mais il me manquait un petit aboutissement. Ouais. Tu vois, c'était on n'allait pas au bout de l'exercice. Ouais. Et donc je vais à l'école Ferrandi pour devenir ébéniste. Voilà. Et en fait Attends, tu vas à l'école Ferrandi pour devenir ébéniste? Ouais. Parce que à l'époque, au rez-de-chaussée, il y avait ébénisterie à Ferrandi. Et il y a une jeune fille qui me dit au 4e étage, j'avais faim, il y a les portes ouvertes, il y a à manger. Et donc je monte au 4e étage et je tombe nez à nez avec mon premier chef qui est Benoît Nicolas, qui aujourd'hui lui est meilleur ouvrier de France et qui a qui a capté le personnage. Il y a eu un truc entre nous, je sais pas, d'ailleurs on se côtoie toujours, on est devenus copains, quoi. Et on va souvent manger un falafel ensemble rue des Rosiers parce que il aime bien ça et on partage beaucoup ensemble parce que je trouve que c'est un cuisinier d'exception et c'est quelqu'un qui a capté tout de suite ma personnalité et qui me dit tu devrais être cuisinier. Tu te trompes, ne sois pas ébéniste, mais viens avec nous et je pense qu'aussi à l'époque c'était pas la course pour aller devenir cuisinier en fait, tu vois. Maintenant, et je pense que la liste d'attente elle est très longue, mais à l'époque c'était pas le cas. Donc je pense qu'il y a un mélange de toutes ces choses-là et puis je me dis c'est quelqu'un qui peut me correspondre pour que je fasse quelque chose. Donc c'est une rencontre quoi d'abord. C'est une rencontre, ouais. C'est une rencontre humaine. Et là tu te dis en fait ce ne sera pas le bois mais la cuisine. Voilà, et donc je dis à ma mère je vais devenir cuisinier. Et elle dit quoi? Elle me dit mais pourquoi tu fais ça mon fils? Bah ouais. Pourquoi tu pourrais être médecin, tu pourrais faire plein de choses. Et en fait pourquoi tu veux devenir cuisinier? Je lui dis je sais pas, mais en tout cas j'essaie. Elle me dit si t'essayes en tout cas tu le fais à fond quoi. Et j'y suis allé à fond, mais j'ai beaucoup souffert au début parce que vraiment je savais rien faire et je me rendais compte que j'étais vraiment en retard comparé aux autres qui étaient des passionnés de la cuisine, ceux qui étaient avec moi. T'as débarqué à quel âge du coup? Moi j'avais 19 ans. On faisait une mise à niveau, donc ça s'appelait comme une mise à niveau. Tu faisais un CAP BEP en 1 an au lieu de 3 ans. Ouais, mais les mecs ils ont démarré plus tôt. Mais les mecs ils étaient passionnés, ils cuisinaient tous les jours chez eux. Tu vois, tu leur parlais de faire une blanquette de veau, ils étaient là alors moi la blanquette je la fais comme ça. Moi j'étais une blanquette de veau, je connaissais même pas la blanquette de veau. Et puis en fait j'ai capté. Au début, j'avais du mal parce que c'était technique et après, j'ai capté en fait qu'il y avait quelque chose. Et puis, il m'a placé, à l'époque, c'était au bouquiniste chez William Ledeuil, qui avait une cuisine fusion. C'était l'un des premiers à faire de la fusion. Donc tout de suite, je me suis dit, mais la cuisine, c'est aussi ça. Ça veut dire que parce que tu tombes chez un mec qui, pour le coup, et continue d'avoir cette singularité parce qu'on se parle de cuisine fusion qui est un grand truc, mais William Ledeuil, c'est presque une approche qu'il n'y a que lui qui place les curseurs comme il les place en faisant tutoyer l'Asie et notre culture. Parce que c'est sa personnalité, il triche pas. Ouais. Et de toutes les manières, ça. Mais c'est pas rien de faire son premier truc chez lui. Je pense que c'est très marquant. Ah, moi, c'était très marquant. Et puis, surtout, je remercie, et je le remercierai toujours, Benoît Nicolas, d'avoir capté qu'il fallait que j'aille dans ce genre d'endroit. Ouais. Tu vois, où vraiment... c'est une cuisine d'inspiration qui est métissée, qui va pas justement s'empêcher d'aller voir ce qu'ailleurs peut... peut nourrir le truc. Ouais. Et il avait déjà cette vision de se dire, Yoni Sada, ça va être un chef qui va avoir une cuisine métissée entre la cuisine française et ce qu'il est lui-même, et ses voyages et tout ça. Il va y avoir du dialogue, il fera pas de la blanquette pour faire de la blanquette. Voilà. Et il avait capté ce truc-là et il a été très fort dans ça parce que je pense que de toutes les manières, c'est sa force, c'est que il sait vraiment capter ce que sont ses élèves, tu vois.
Tu te souviens du moment où il y a eu certainement une charnière entre ce que tu es et qui entre à Ferrandi en se disant « Putain, j'y connais rien du tout. » Et donc, je suis un peu largué. Et donc, parfois, forcément, peut-être, putain, ça me saoule un peu. Je sais pas si j'ai fait le bon choix, peut-être au tout début. Et ce moment où tu dis « En fait, j'ai peut-être quelque chose à jouer là-dedans. » Ah ouais, complètement. Ah bah, c'est complètement. Vraiment, je m'en souviens très très bien. Même au bout du 7 ou 8e mois, j'ai compris que juste en bougeant un peu le feu, j'allais pouvoir faire les choses bien comme il faut et que je commençais à ressentir les choses et pas juste à cuisiner. C'est-à-dire qu'il y avait une émotion dans ce que je faisais. Et donc, il y avait quelque chose de naturel entre ce que je faisais et la cuisson qu'il y avait en face de moi. Et je faisais un navarin d'agneau et je me souviens exactement que j'ai commencé à jouer avec le feu, à ressentir les choses. Et là, je me suis dit, attends, là, je suis en train de passer une étape. C'est-à-dire, je cuisine pas parce qu'on m'a expliqué comment il faut cuisiner. Je cuisine parce que je ressens les choses. Et là, d'un coup, tout s'est transformé. Et derrière, il m'a mis, j'ai passé 1 an à la Méditerranée, un restaurant place de l'Odéon. Pareil, il a capté le gars, tu vois. Il a capté, la carte, elle est dessinée par Jean Cocteau, tu vois. Puis je me retrouve, je me retrouve dans un endroit où on parle de la Méditerranée et on la retranscrit dans une assiette. Alors de manière un peu classique, mais à ce moment-là, j'avais quand même besoin de ça. Ouais, ça structure. Ouais, et donc voilà. Donc chaque étape. Après, je me retrouve chez Frédéric Anton à faire de la pure cuisine française où le produit est la star. Il est où à ce moment-là? On se parle de quel endroit? Il est au Pré-Catelan. On se parle du Pré-Catelan. Ouais, il est déjà au Pré-Catelan, bien sûr. Où à l'époque Robuchon traînait dans les cuisines, venait de temps en temps. Hyper exigeant, école hyper rigoriste. Hyper exigeante, hyper exigeante et drôle de tempérament aussi, parce que pour les gens qui sont sortis de chez Robuchon indemnes, il y en a pas 1000. Non. Ceux qui sortent indemnes de chez Robuchon, ils sont presque aussi impressionnants que Robuchon lui-même. Faut avoir une. Je pense que déjà tu vas dans ces branches-là si t'es une tête dure. Moi, j'étais une tête dure et il fallait qu'on me Qu'est-ce cadre. que tu vas chercher chez Frédéric Anton? Parce que c'est quand même. Je vais chercher de la précision, je vais chercher de la rigueur, je vais chercher des points, du dépassement de soi, voilà, des points. Je vais chercher l'acceptation dans une équipe aussi parce que c'est un peu violent. C'est un peu violent et puis on parle d'une époque qui est beaucoup plus violente qu'aujourd'hui. Hein. Ah oui. Et puis en plus ça communique pas. C'est tu prends des coups et puis ça se met un peu sur la gueule dans les cuisines. Hein. Et c'est normal. Et c'est normal, ouais, c'est normal. Franchement, et toi, à cette époque-là, c'est un truc. Moi, j'étais un peu tête dure. Tu vois, j'étais un peu. Il me fallait du cadre, quoi, parce que j'étais un peu tête brûlée quand même. Donc le cadre, c'était bon pour moi. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que je suis bien cadré aujourd'hui parce que j'ai été formaté quand même dans ce style de cuisine où j'avais besoin qu'on me cadre, quoi. Et il y en a, ils ont besoin du service militaire, il y en a d'autres, ils ont besoin d'autre chose. Moi, j'avais peut-être besoin de ça en fait. Et la cuisine, ça m'allait bien. Donc la cuisine, c'était quoi? C'était une bulle dans laquelle ça te mettait? Parce que sinon, quoi? C'était. Ouais, et puis c'était. Moi, j'aime bien ce côté dépassement de soi, en fait. Donc. Tu vas au bout, t'es vanné, tu dors, tu repars. Ouais, exactement. J'aime bien. Ça me dérange pas de dépasser sa limite, de dire ouais, je suis trop fatigué, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Je vais me dépasser à fond, quoi. Ouais, et je pense que aussi c'est pour ça que j'ai fait Top Chef. Ouais. Parce que Top Chef, je pense que c'est l'aboutissement du dépassement de soi. Tu peux pas avoir plus. Ouais, ce n'est que ça. Ce n'est que ça, tout le temps. Ouais. Chaque jour, chaque matin, chaque heure, chaque minute, et je pense que j'avais besoin de ça en plus à ce moment-là. Mais dans cette époque-là de jeunesse où effectivement on peut être un peu parfois en dilettante ou voir faire des conneries, toi tu sentais déjà à ce moment-là qu'il fallait que tu investisses ton énergie dans un endroit qui allait te la manger entièrement, parce que sinon t'aurais rien. Enfin. Alors il y a des moments où faut pas se voiler la face, où tu te dis attends là, est-ce que je suis en train de rater ma vie ou de la réussir parce que je vois tous mes copains ils sont en train de sortir, ils font ça, ils font ça, et moi en fait je fais que travailler. C'est une époque où on restait 14, 15, 16 heures des fois par jour, voire plus dans les cuisines. Tu travaillais 5 jours et demi par semaine. Voilà, est-ce que vraiment je prends que du plaisir ou pas? Des fois t'es un peu perdu, mais au bout du compte. Tu te dis ouais non en fait j'aime ce que je fais, j'ai cette chance là et en fait je veux atteindre mon objectif. Je veux être capable de gérer une cuisson à la perfection, je veux être capable de
reconnaître un beau produit. Je veux être capable de faire trop d'horaires pour me dire que le jour où je le ferai pour moi, j'aurai pas peur de le faire parce que je l'ai fait pour les autres. Je veux à un moment aussi avoir la reconnaissance des autres chefs, mais aussi de mes clients. Donc tout ça, en fait, ça se paye quoi dans la vie. De toutes les manières, tous les chefs qui le font et qui le font bien, on est tous passés par là, quoi. Frédéric Anton, William Ledeuil, Yannick Aleno, tu cherches que des maisons tranquilles, des petites brigades et des petits chefs. Oui, non, après, tu vois, typiquement, après Yannick Aleno, je pars en brasserie parce que je voulais aussi voir ce que c'était une brasserie. Donc, je pars vivre à Aix-en-Provence. Je travaille dans une grosse brasserie. Je voulais voir ce que c'était d'envoyer 200, 300, des fois 400 couverts par jour. Je voulais voir autre chose aussi parce que je voulais du pas coup, juste tu découvres quoi, un truc plus compartimenté là, par exemple, parce que là, tu sors de cuisine de grand chef étoilé, là, tu vas dans la brasserie, donc j'imagine que chacun est à son poste, qu'il y a un truc extrêmement. Alors, je trouve que dans un gastro, chacun est encore plus à son poste que dans une brasserie. Ouais. Maintenant, après, je me retrouve dans une brasserie où des fois, je vois des choses où je me dis non, mais c'est pas possible, un cuisinier, il a pas le droit de faire ça, il peut pas faire ça. Ah ouais. Donc là, faut aller vite, il y a du volume, on n'est pas là pour. Mais là, j'apprends, je me dis en fait que un bon cuisinier qui envoie beaucoup de couverts, il peut faire du très très bon s'il amène une certaine logistique dans ce qu'il fait. S'il l'amène pas, il va devoir faire des mauvais gestes, donc on perd la beauté du geste, on perd la beauté de la cuisson, la beauté de l'assaisonnement parce que on est trop dans le speed. Donc on peut aller mettre un steak dans une friteuse parce qu'il va cuire beaucoup plus vite. Mais en fait non, ça c'est pas possible. Donc j'ai appris la logistique dans ce style de restauration. Structuré. On structure de manière à envoyer en quantité quelque chose de très bon, très bien cuit, très bien assaisonné. Voilà. Où il y a beaucoup moins de gestes sur une assiette, mais chaque geste il est important, même si on a très peu. Ah ouais. Donc tu vois, j'ouvre un peu le panel, je m'ouvre à un autre style de restauration, que je voulais apprendre. Quand tu sors de cette expérience-là, t'as quel âge environ? Je sors de la brasserie. Ouais. La brasserie, je dois avoir 24 ans à peu près. C'est ça. Donc t'as déjà des expériences. Ouais, j'ai mes gastronomie expériences dans le gastro, étoilée, la brasserie. T'as 24 ans. C'est quoi la route du coup à ce moment-là? Parce que on se dit pas les mêmes choses à 24 qu'à 18. Et là, en l'occurrence, t'as déjà quelques années d'expérience, de la théorie, un regard sur plusieurs types de gastronomie aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine un petit peu à ce moment-là? Là, je me dis, il me manque, je me rends compte qu'il me manque des choses, ouais. Il me manque des choses, donc je me dis, je suis pas très bon pâtissier, je sais pas faire de boulangerie, rien, donc je m'inscris à l'école de boulangerie à Ferrandi. Pour apprendre à faire du pain, à faire des croissants, à maîtriser une pâte feuilletée, et à maîtriser des petites bases vraiment de pâtisserie parce que on en avait appris un peu, mais pas beaucoup, quoi. Mais quand t'en parles autour de toi de tout ça, les gens ils te disent quoi? Parce que là, moi je me mets à la place de ceux qui t'entourent, de ta famille ou de tes amis qui t'ont vu embrasser une carrière sur laquelle tu t'étais pas forcément au début positionné, et puis ils te voient partir dans des institutions, des trucs où on se fait quand même taper dessus, de la brasserie, tu pars à Aix, et tu reviens et tu dis maintenant je vais faire de la boulangerie, de la pâtisserie, et tu justifies comment? Moi, dans ma famille, c'est une famille d'artisans, donc c'est une famille, j'ai toujours vu mon père, mes parents, mes grands-parents énormément travailler, donc eux, ça les choque pas trop de beaucoup travailler. Ouais, c'est normal que tu explores en fait. Et mes parents, typiquement, ils se disent... Bon, de toute façon, il gère sa vie, il est grand, il creuse et puis il va au bout de la chose. Donc, au contraire, quoi. Et moi, de toute façon, j'ai toujours eu mes parents qui étaient là quand c'était trop dur pour me dire non, tu vas au bout des choses. Tu nous l'as promis. Tu vas au bout des choses. Ne craque pas. C'est pas en craquant que tu vas réussir quoi que ce soit. Si tu veux vraiment faire ça, tu dois aller au bout des choses. Mais là, on se parle d'un soutien. Ouais, moitié soutien, moitié pression quand même. Voilà, ouais, parce genre, il faut le faire, quoi. Ouais.
Après, tu sais, je suis le premier de la famille, c'est un peu. Puis c'est une autre époque, tu vois. Ouais, je vois très bien. Franchement, je vois les plus jeunes que j'embauche aujourd'hui, ils craquent assez vite, quoi. Ils remettent en question trop rapidement les choses. À un moment, faut aussi accepter l'échec. Déjà, c'est important. Quand on a un échec, faut juste rebondir et se dire pourquoi j'ai eu cet échec et qu'est-ce qui fait que. Mais ne pas craquer au premier échec, en fait. Parce que c'est pas ça la solution d'une vie. Oui. Et accepter, qu'on en prend parfois, qu'on prend un coup, mais que on continue forcément, peut-être sur la même ligne, quoi. Ouais, exactement. Et donc, toi, tu te dis, moi, je vais continuer à creuser mon sillon, les gars, je sais pas faire du pain, je vais apprendre à faire du pain. J'ai mon diplôme de boulanger, j'apprends à faire des croissants, j'apprends à faire des pains au chocolat, j'apprends à travailler une pâte sur pouliche, comment on fermente. Donc, j'apprends la fermentation. Pour moi, la boulangerie, c'est que tu apprends pas à faire du pain, tu apprends la fermentation. Tu apprends un phénomène naturel qui est différent chaque jour. Et en fait, tout de suite, ça me ramène directement vers la cuisine parce que un poisson, il est pas de la même forme, il est pas. Enfin, tu travailles avec des produits vivants, donc des produits qui sont pas linéaires. Donc il faut s'adapter à une tomate qui est plus ou moins sucrée, plus ou moins acide, plus ou moins juteuse. Enfin, un cuisinier, il doit s'adapter au produit qu'il a en face de lui. Il doit le choisir en premier, évidemment, et s'adapter. Et moi, j'aime bien ce système d'adaptation. Je ressens les choses. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui fait la qualité d'un cuisinier. D'où l'intérêt d'avoir une gamme d'expertise aussi et d'observation assez large, justement, parce que c'est bien joli de repérer les choses, mais il faut savoir s'y adapter. Mais après, tu vois, j'ai eu que des chefs aussi qui avaient cette chose-là, en fait. Moi, je me rappelle de Yannick Aleno qui coûtait des desserts et qui te le scindait dans tous les sens et qui allait chercher le petit truc, micro-truc qui allait pas et pourquoi ça allait pas et comment ils allaient transformer les choses pour que ce soit absolument parfait, tu vois. T'as un beurre noisette qui doit être parfait quand tu rôtis quelque chose de Frédéric Anton, enfin, toutes ces choses-là, tous ces chefs que j'ai eus, moi, c'est ça qu'ils incarnent pour moi. Ouais. Et alors maintenant, je suis en âge où, à part les remercier, je peux rien faire d'autre. Mais c'est vrai que ce que je veux, c'est moi continuer ce qu'eux ils ont fait pour moi. C'est-à-dire que j'essaie de transmettre à tous les gens qui m'entourent toutes ces petites choses qui rendent un peu plus parfait un plat ou un mets ou d'aller creuser pour toujours donner plus de plaisir. On est des marchands de bonheur, ça c'est Piège qui me l'avait dit et je suis 100% d'accord avec lui. 100% d'accord avec lui, on est des marchands de bonheur. C'est ce qu'on veut vendre en fait. On veut vendre, c'est ce qu'on veut donner aux gens, du bonheur, des souvenirs. Parce qu'au bout du compte, on en parlait au tout début, chaque chose n'est que souvenir. Et quand tu crées un souvenir à un de tes convives ou à un de tes clients, il y a rien de plus beau. Ouais, c'est exceptionnel ça. C'est tout le nœud du contraste entre ce qu'il faut endurer pour finir par pouvoir délivrer ce bonheur. Finalement, il y a un contraste entre la dureté de l'expérience et de la formation et la finalité, qui est du plaisir et qui n'est pas pour soi. Mais tous les jours, de toute façon, après, tu sais, c'est un métier qui te prend physiquement, qui te prend psychologiquement. Alors peut-être physiquement un petit peu moins qu'avant, ça c'est certain. Mais malgré tout, t'es remis en question quotidiennement, plusieurs fois. Donc bon, de toutes les manières, déjà, t'as ce rapport à je sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. C'est incertain, quoi. L'incertitude de est-ce que ça va être parfait, pas parfait. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important aussi de choisir ses équipes. Tu vois, c'est pas juste prendre des gens pour prendre des gens. C'est c'est une grande traversée. Ouais, c'est une vraie traversée de vie, ouais, bien sûr. Tu racontes une histoire tous ensemble et on va vivre des instants tous ensemble. Donc les équipes, c'est comme une famille, quoi. Sauf que la seule différence, c'est que tu l'as choisi, quoi. Comment ça va se terminer ces années de formation? C'est quoi la charnière justement qui va te faire sortir de cette période où t'engranges, où t'apprends, où t'explores aussi beaucoup de terrain pour pouvoir avoir un maximum de cartes en main finalement?
Bah après toutes ces expériences, je bourlingue un peu à droite à gauche parce que je veux être un peu, je veux un peu papillonner. Et d'ailleurs c'est vraiment, j'ai passé un an et demi maximum juste un peu à papillonner pour aller voir un petit peu ce qui se passait, les concepts, les trucs. J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai fait l'ouverture d'un restaurant avec Brice Morvan qui est un top chef aussi, qui a un restaurant dans le Marais où je me rends compte que bah il y a des gars qui ont le même cursus que moi et qui s'expriment avec vraiment leur trip sur une assiette et je me dis oh là là mais attends mais c'est génial, moi aussi j'aimerais bien faire ça, tu vois. Moi aussi j'ai une histoire à raconter, donc je papillonne un peu à droite à gauche et tout. Ça Ce que dure tu un décris an. là, c'est quoi? C'est un truc où tu te dis j'ai envie de voir, donc tu vas quoi? Tu vas taper aux portes, tu rencontres des gens, Ouais, ils disent je tu rencontre passes et 2 puis mois tu par là. vois, tu passes 2 mois par là, lui il a un peu besoin là, et je voulais voilà ce papillonnage et j'ai toujours été très transparent, c'est-à-dire quand j'étais posé, et je voulais rester posé, et par contre quand j'ai commencé à papillonner sur un an et demi, j'ai toujours été transparent en disant voilà je veux papillonner, je suis pas quelqu'un je vais pas rester, c'est pas voilà, donc cette transparence, je pense que ça a plu aussi aux gens avec qui j'ai travaillé, et donc c'était un moment vraiment de rencontre quoi, de plein de gens, de personnalités, de patrons que j'ai rencontrés qui vivaient vraiment leur leur monde de restauration. Donc je me suis dit, là j'ai appris plutôt voilà ce que c'était de cuisiner avec sa vraie personnalité. C'est-à-dire de pas chercher à copier quelqu'un ou une technique ou quoi, c'est vraiment d'aller chercher au fond de soi Une singularité. Une singularité. Ouais. Et là c'est à ce moment-là, et puis après ben j'ai dit ben en fait Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille quoi. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'ouvre mon premier resto, donc j'ai ouvert mon premier resto. Ouvrir un resto, bah t'es pas que chef, tu deviens restaurateur, tu deviens chef d'entreprise, donc tu te retrouves un peu dos au mur ou face au mur des fois. Enfin c'est à des problèmes que t'aurais pas pensé avoir à régler avant, donc tu gères plein d'autres choses quoi. Et puis surtout que tu te rends compte que t'es plus que chef de cuisine, t'es aussi le patron, donc t'as un rapport aussi avec tes équipes qui devient un peu différent. Alors c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal au début à gérer, moi. Vraiment énormément de mal. Parce que tu étais rentré dedans en disant bon, on va kiffer, on va être potes, on va le jouer. Ouais. On va le jouer comme je l'ai pas de toujours distance, connu, quoi. Pas de distance, ouais. Ouais, voilà. Et en fait, tu te rends compte que si, en fait, il y a un autre rapport. Donc ça a été un gros apprentissage pour moi. Ouais. Très facile de trouver la bonne distance. Ouais, parce qu'au début, on fantasme tous l'idée de se dire, attendez les gars, on va être tous dans la même barque et je vais ramer comme vous, au même niveau, et vous allez me parler comme vous me parleriez normalement, et en fait non. Ah non, en fait non, ouais, pas du tout. En fait, je te rends compte que que tu peux pas t'entendre avec tout le monde déjà. Tu te rends compte que malgré tout, tu rends des comptes à des gens et qu'eux aussi doivent te rendre des comptes. Et que toi, tu rends des comptes à d'autres gens aussi, à ton banquier, à ton propriétaire des murs, à plein de gens quoi. Donc d'un coup tu tombes complètement, enfin tu te retrouves complètement dans un autre système que t'avais pas connu avant. Donc le côté je flâne et tout, je suis un peu léger, il faut quand même un peu le mettre de côté. Il faut que ça devienne vraiment très sérieux quoi. C'est tu rends trop de comptes à trop de gens, donc il faut que ce soit sérieux, et donc voilà, c'est manager son temps entre la créativité et le côté très sérieux. Et tu utilises moi j'avais rencontré un homme extraordinaire à cette époque-là, parce que j'étais devenu limite un peu bipolaire quoi. Je savais plus comment sur quel pied danser, et j'avais rencontré un monsieur qui s'appelait Solon Smith et qui m'expliquait qu'en fait que quand t'étais patron, tu devais utiliser la partie gauche et la partie droite de ton cerveau. Et donc il fallait aussi bien travailler sa créativité pour que tes plats soient beaux, mais aussi être très carré dans ce que tu faisais, dans tes comptes, dans tout ça, parce que si tu le faisais pas, tu pouvais pas tenir un restaurant. Ouais. Et donc voilà, j'ai continué de me former, tu vois, en rencontrant des gens comme ça. Donc j'ai utilisé, tu sais, en France t'as le droit à des formations avec la FAFI, tout ça, donc j'ai utilisé à 100%. Et je continue d'ailleurs aujourd'hui à utiliser ça, c'est-à-dire de continuer de me former, à jamais croire que ça y est, c'est bon, j'ai atteint l'aboutissement de mon métier. Non, pas du tout. En fait, j'apprends chaque jour de tout le monde, et j'apprends chaque jour de ce que je peux faire de plus pour que ce soit mieux pour tout le monde et pour moi-même. Et puis il y a un gros fantasme autour de la restauration, parce qu'un resto, comme tu le dis, on se dit c'est simple, il y a une cuisine, il y a des plats qui sortent, ils arrivent en salle. Ouais. Il y a une fuite d'eau.
Oui, bah là, il y a, Ouais, et puis, il y a un bilan. Là, il y a, puis il y a plein de gens, tu vois, qui ouvrent des restos en disant ouais, mais c'est bon, en fait, c'est comme à la maison. En fait, non, pas du tout. C'est pas du tout comme à la maison. Gérer tant de tables par jour, c'est pas du tout comme à la maison. Gérer un mec qui vient pas parce qu'il est malade, c'est pas du tout, c'est pas à la maison non plus. Et donc voilà, bah ça fait partie de je pense, de mon plus gros apprentissage. D'un coup, je me suis dit attends, voilà, là, je suis devenu restaurateur, chef d'entreprise. Il faut que j'apprenne aussi ce truc-là, quoi. Cette adresse-là, d'un point de vue de la cuisine, parce que là, on se parle de tout ce qu'il y a à gérer, en fait, et de tout ce qu'elle représente de nouveau pour toi. La cuisine que tu décides d'écrire à cet endroit-là, qui est le premier, finalement, elle est chargée de quoi et tu y mets quelle envie? Parce que j'imagine aussi que quand on investit en tant que jeune chef sa première adresse, on se dit, ah, là, je vais taper dans mon ADN et Yoni Saada, ça va être ça. Ouais, exactement. On fantasme un peu, j'imagine, On fantasme et puis au début, quand tu veux affirmer ta personnalité, bizarrement, je pense qu'on veut tous faire compliqué. Et tu te rends compte qu'avec plus le temps passe et enfin plus tu prends de l'âge et que en fait t'as envie de retirer plein de calques pour que le dessin il devienne de plus en plus ludique et fin du mode démo. Ouais, on arrête. Exactement. Et t'arrives à quelque chose de beaucoup plus nature et beaucoup plus proche finalement de toi. Précis, quoi, proche de toi. Et je pense que ça il y a que l'âge qui fait que. Ouais. Au début, on veut montrer beaucoup. Ouais, au début, tu veux montrer, t'es dans une espèce de système de démonstration. Je veux montrer que toutes les techniques que je sais faire, et puis d'un coup, tu te retrouves, tes plats, ils plaisent, mais bizarrement, tu mets moins une claque que, tu vois, je sais pas, un bon riz de veau juste avec une bonne sauce, tu vois. Et voilà. Ou enfin, au bout du compte, je me rends compte que ma cuisine, elle s'est simplifiée, elle est devenue beaucoup plus ludique avec le temps. Mais même quand je fais du gastro, parce que je suis sorti un peu du gastro, je fais de l'événementiel pour des clients, ce genre de choses, mais où là vraiment je m'amuse, mais à faire du gastro, mais j'ai plus de restaurant gastro comme avant. Mais je me rends compte que ma cuisine, elle est beaucoup plus lisible, tu vois. Ouais. Et bizarrement, elle est beaucoup plus précise. Tu vois, c'est une sauce, quoi. Je cherche pas à mettre 50 éléments dedans. Ouais, ça alors qu'au début, c'était le cas. Et ouais. Qu'au début, c'était le cas, tu vois. Et c'était quoi l'ADN, du coup, si tu devais le définir justement de cette cuisine? Alors, ok, il y a le biais qui est très commun, de vouloir trop en faire, trop en dire, trop en dire. Pour le coup, je me suis jamais perdu dans ça. Ça a toujours été le même ADN. J'ai toujours été entre la cuisine française et la Méditerranée. Donc, dès le début, ça se pose. Ouais. Dès la première adresse, tu te dis, ça va être ça, mon univers. Ouais. Et j'ai jamais, en fait, sur ça, j'ai jamais triché, tu vois. Après, quand j'ai monté Super Blue, cette fameuse adresse entre l'Asie et la Méditerranée, j'ai pas triché non plus. C'est deux passions que j'ai. J'adore la cuisine asiatique, j'adore la culture asiatique, et je me suis beaucoup amusé à mêler ces deux cultures complètement différentes qui, je trouve, se mêlent très bien sur l'umami, ce genre de choses, tu vois. C'est une adresse que là j'ai revendue, mais que je souhaite vraiment réouvrir, ça c'est certain. Ah ouais. C'est quelque chose qui me passionne vraiment, et je me suis éclaté avec les équipes. On s'est éclaté vraiment à mêler ces deux cultures qui tu vois, quand tu mets du yuzu avec de la boutargue, il se passe quelque chose de magique. Quand tu fais un kimchi avec de la harissa, il se passe quelque chose de magique, tu vois. Donc tu te dis, il y a quelque chose de sympa. Après voilà, c'est vivre de son histoire, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui va du coup cette première adresse, donc qui va te permettre de découvrir tout un monde finalement, déjà le tien, de savoir comment s'exprimer petit à petit, ce que représente aussi ce métier. Après, ça va être quoi les étapes qui vont, parce que là, la France te connaît pas encore, mais ça va arriver très vite, non? Moi, quand on ouvre au début, ouais, c'est vrai que déjà on a ouvert un resto vraiment qui était dingue. Franchement, pour le premier. Alors c'est une autre époque aussi, c'est-à-dire les banquiers te suivaient vraiment à l'époque. Tu vois, ils croyaient en toi, quoi. T'avais un banquier qui croyait en toi. C'est pas pareil, quoi. T'étais pas juste un chiffre ou un pion ou un numéro de compte. Donc on ouvre un resto quand même. On se retrouve, le resto, il se retrouve dans des bouquins de restos à voir dans le monde, parce qu'on avait fait, un resto qui était juste sublime, mais vraiment. Donc ça s'appelait Osmose et tout était arrondi. Il y avait des staffeurs qui étaient venus. Il y avait aucun angle dans le restaurant. On avait mis
des vitres opalisantes dans les toilettes. Donc quand les gens ils fermaient les toilettes, la vitre s'opalisait, enfin devenait opaque, tu vois. Donc en fait, on avait fait vraiment un restaurant dingue. Il y avait un mur d'eau dans le restaurant la cuisine était complètement ouverte. Chose à l'époque, il y a plus de 15 ans, c'était pas une cuisine ouverte, tu vois. Il y avait pas de nappe sur les tables. Elles étaient logotisées au nom du restaurant. C'est toi qui avais voulu que la forme soit à ce point marquée? Bah je voulais en fait. J'avais déjà pas mal voyagé et tout, vu pas mal de restos, et je voulais vraiment faire un resto où quand tu rentrais, tu te disais waouh, je suis dans un univers complètement. Il y a déjà un part, truc. Quoi. Ah ouais, et c'est vrai qu'il y avait ce truc-là. Alors c'était vraiment très marqué. C'était très marqué par rapport à son époque. C'est l'époque où on avait mis les LED, le restaurant il pouvait changer de couleur, tu vois. Donc et c'est vrai que c'était franchement c'était un restaurant dingue. Ouais. Vraiment, il était. Il y avait une envie d'envoyer quand même dans ce resto, entre la cuisine. Ouais, complètement. T'arrivais en mode regardez, je vais faire un truc quand même. Et c'est vrai que ça marche très fort très vite. Et au bout de la 5e, 6e année, on sent que ça s'essouffle un peu. Parce que je pense que moi aussi je m'essouffle, tu vois, en cuisine. Et c'est déjà beaucoup, hein, 5 ou 6 ans. Hein. Ouais, mais on me propose Top Chef. La première année, on me le propose, je dis non. Par orgueil, en fait. 3e saison de Top Chef, on m'appelle pour me dire, voilà, et tu veux faire Top Chef? Et moi, je refuse. Je dis, mais pourquoi tu veux que je fasse Top Chef? En fait, j'ai un restaurant qui marche super bien. Alors, il bat un peu de l'aile en ce moment, mais c'est rien, c'est une petite période à passer. Pourquoi je vais aller faire une émission de télé? En plus, je sais pas trop ce qui se passe dans cette émission. C'est les débuts, tout ça. Donc je refuse. Puis l'année d'après, on m'appelle et puis on me dit ouais, tu veux pas faire Top Chef la saison 4 et tout. Et moi je dis non, mais j'ai pas besoin. Et puis là il y a ma femme qui me dit à un moment, on te propose 2 fois de faire quelque chose d'assez extraordinaire. Si t'as autant d'orgueil, reste où t'es, mais en tout cas t'évolueras plus jamais. C'est-à-dire si t'arrives pas à dépasser ça. Puis c'est un peu la petite voix de la raison. Et je lui dois vraiment ça parce que je rappelle la fille du casting, je lui dis voilà, je vais faire Top Chef. Et je me rends compte après vraiment que c'est mon orgueil qui a fait que je voulais pas y aller parce que j'avais peur tout simplement de sortir sûrement le premier. Et je pensais être assez fort ou assez truc. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, mais je pensais être au-dessus de ça. Et en fait, t'es jamais au-dessus des choses. C'est faut les vivre pour dire voilà, je l'ai fait à fond et j'ai pas besoin de cet orgueil là pour avancer dans ma vie. En tout cas, l'orgueil c'est pas quelque chose qui fait avancer dans la vie. Qu'est-ce que tu découvres? Ça ressemble à quoi? On s'en parlait un petit peu au début de l'exigence d'un tel événement. Qu'est-ce que tu découvres en arrivant là-bas? Alors que tu as déjà une expérience de chef. Ouais, j'ai une expérience de chef et puis déjà tu te rends compte quand même que l'importance de la femme de l'ombre, quoi. C'est on l'a tous derrière et personne ne le dit, mais il faut quand même le dire, quoi. Et donc ça c'est vraiment important et l'importance de la structure de la famille, tu vois. Je pense que nous tous les chefs, grands chefs, pas grands chefs, en tout cas pour moi il n'y a pas de grands petits chefs, nous tous les chefs, on a besoin d'une structure, d'une base un peu familiale qui nous aide à évoluer. Et donc ouais, c'est vrai que quand j'arrive moi à Top Chef, du coup j'ai mes petites habitudes de chef, de faire plaisir à mes clients, à nos clients. Je me dis attends, j'ai monté quand même un resto dingue. Voilà, confiant. Ouais, confiant. J'arrive plutôt confiant, mais en même temps, j'ai la plus grande crainte de ma vie, c'est de partir le premier. Mais vraiment, c'est-à-dire, je me dis, mais dans ma tête, je me dis, mais si je pars le premier, mais je vais passer pour un con
devant toute la France, devant toutes mes équipes, devant toute ma famille, devant ma femme, devant tout le monde, quoi. Oui, ça renoue un peu avec ce que tu disais de l'orgueil, parce que souvent dans l'orgueil du genre, moi je veux pas aller là-dedans, il y a surtout une peur de se planter devant le public. Mais c'est sûr. Et donc c'est vrai que moi les 2 premiers épisodes. Pensez pour la personne qui est partie en premier. Non, et puis je suis complètement perdu, quoi. Ouais. Je suis perdu dans tous ces gens, parce que c'est quand même une très grosse production. Ouais. Bon, moi, je suis quand même à la 4e saison, donc en fait, on sait pas du tout ce qui va se passer, où on va, on est préparé à rien. Ouais. On se dit pas, tiens, on va devenir des stars de la cuisine ou quoi que ce soit. On a tous, en général, un resto qui bat un peu de l'aile. Il faut faire remonter un peu la sauce, et puis on pense surtout à ça à la base. On se dit pas, attends, on va vivre une expérience extraordinaire, on va être face à nous-mêmes, on va se dépasser, on va avoir une évolution dingue dans notre propre cuisine, dans notre personnalité de cuisinier. On se dit pas ça du tout, en fait. On y va, quoi. On sait pas où on va, mais on y va. Et ce qui nous fait tous peur, c'est de sortir le premier en disant, je vais passer pour un con. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment le truc. Et je pense que cet orgueil-là, il vient de là. Et ça se passera pas. Et tu vas pas sortir le premier. Je vais pas sortir le premier. Je vais être complètement perdu les premiers épisodes. Je suis perdu. Je sais pas trop. Et puis en fait, j'ai besoin de me prendre une grosse claque, de me dire ouais là, j'ai frôlé la sortie en fait. Pour d'ailleurs, je me rappelle très bien. Je suis en dernière chance et je me rappelle de ce que dit Piège. Dit mais que fait ce candidat là en dernière chance, tu vois. Et je me dis bon là, en fait là, il y a un truc qui s'est passé dans mon Top Chef. Je vais tourner les pages qu'il y a eu avant. Je vais remercier les copains qui ont fait que je suis resté dans l'aventure, parce que je suis pas resté grâce à moi, je suis resté grâce à d'autres personnes. Et puis en fait, je vais me mettre en mode compétition comme j'ai appris à le faire. Je vais me dépasser et je vais donner toute mon âme, tout mon corps, toute mon énergie, toutes mes tripes pour cette compétition. Et je vais pas chercher à battre les autres, je vais chercher à me battre moi-même. Ouais, et petit électrochoc. Il y a un moment où tu dis ok, je rentre dans le match. Ouais, je rentre dans le match, exactement. Et puis du coup, je rentre dans le match, quoi. Voilà, je rentre dans le match et puis je me dépasse et je suis face à moi-même. Et c'est là. En tout cas, je la souhaite à tous les cuisiniers. C'est une expérience qui est extraordinaire. Vraiment. Et parce qu'elle oblige à se confronter à soi-même. C'est ça, moi, que j'entends souvent. C'est dans le retour, c'est qu'à un moment, les gens rentrent en compétition en mode soit un peu en dilettante, soit un peu en mode je sais pas trop, soit je suis un peu perdu. Tu vois, toi, tu disais, moi, je m'y retrouve pas trop dans ce nom. D'ailleurs, je vais te dire un truc. Moi, ce que je pense par rapport à Top Chef, c'est que tous ceux qui sont sortis de Top Chef et alors on en entend encore parler, ou bien alors déjà si on en entend encore parler, en général c'est parce que c'est des gros travailleurs et ils travaillent au quotidien pour le plaisir des clients, de la restauration, enfin de ce qu'ils font, parce que on n'entend pas parler de chefs qui ont fait Top Chef parce que ils ont fait Top Chef, ils continuent de travailler à ça. Mais surtout, je pense qu'ils sont partis avec une sincérité dans l'émission, en se disant je cherche pas à être une star, je veux juste me dépasser, et je veux peut-être aussi m'évaluer aussi, tout ça, tu vois. Et je pense que quand t'es sincère de façon dans ce métier-là, tu restes dans le métier, quoi. Voilà, donc mais moi j'ai vécu une expérience absolument extraordinaire. J'ai rencontré des chefs extraordinaires et pas que dans le jury. Moi j'étais dans la saison où il y avait Florent Ladenne, il y avait Joris, il y avait Nawel, il y avait tous ces chefs, il y avait Fabien, enfin tous ces chefs que j'ai rencontrés, c'est des gens extraordinaires et qui vivent vraiment leur cuisine, et j'ai tellement de plaisir à aller manger chez eux à chaque fois parce que en fait ils vivent leur cuisine et ils sont sincères dans leur cuisine. Donc moi je ressens cette émotion là, quoi. Comment tu sors de cette comment on sort de Top Chef? Comment en pleurant. Tu sors en pleurant. Ouais, tu sors en pleurant parce qu'intense. Parce que je pense que déjà. Tu te souviens du coup, toi, forcément? Ah, moi, je me souviens très très bien. Je me souviens. Je sais que j'ai eu un blackout sur la dernière chance. Moi, en fait, j'aurais dû écouter tout le monde. On m'a dit ne rentre pas, parce qu'il faut savoir que tu rentres pas chez toi.
Moi, j'avais ma première fille qui était toute petite, qui fêtait ses 1 an, et j'avais la possibilité de rentrer chez moi pour une journée, fêter l'anniversaire de ma fille, et tout le monde m'a dit tu devrais pas, et aussi bien les gens qui faisaient l'émission chez M6 que aussi chez moi, et que aussi les candidats. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait quand même un fair play de candidats qui entre compétiteurs. Entre compétiteurs, on veut être en compétition avec les plus forts, on veut pas être avec les plus faibles, on veut pas tricher dans ce game-là, tu vois. Et je suis quand même rentré, et j'ai sorti ma tête de la compète, et je suis revenu, j'ai fait un blackout parce que j'avais la tête ailleurs, t'étais plus focus. J'étais plus focus, et attention, Jean-Phi avait fait des plats bien meilleurs que moi. Moi, j'avais mis du litchi dans mon thon, je m'en rappellerai toute ma vie, avec des navets. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, je peux pas l'expliquer, et je méritais de sortir, et voilà. Et d'ailleurs, en fait, je trouve que voilà, en fait, je pense que ça a été il y a pas eu de triche dans ma saison. Il y a ceux qui devaient gagner. Quand on a eu une faiblesse, on est sorti. C'est comme ça. Joris, par exemple, qui est sorti beaucoup plus tôt que nous, et un excellent cuisinier, tu vois, qui est étoilé, qui est à Amsterdam, qui est retourné chez lui à Amsterdam, qui est un excellent cuisinier, que j'ai vu encore il y a pas longtemps, il est venu manger au resto, on est copains. Florent, pareil, je trouve c'est un excellent cuisinier, il a pas gagné. Je trouve que après, c'est pas tu gagnes Top Chef ou tu gagnes pas Top Chef. De toutes les manières, en y allant, tu gagnes quelque chose déjà. Et si t'es sincère et que tu sais travailler derrière à ce qu'on t'a donné comme lumière dans cette émission, t'es gagnant quoi qu'il se passe, quoi. Donc voilà, donc on a tous été gagnants, on y travaille très dur depuis plus de 10 ans maintenant, parce que ça fait plus de 10 ans moi j'ai fait Top Chef, et j'ai rencontré des gens exceptionnels, et surtout j'ai découvert que j'aimais bien être devant une caméra, et que ça m'amusait, et que je pouvais vivre aussi de mon métier aussi de plein d'autres manières que juste d'être dans ma cuisine dans un restaurant. Et c'est peut-être aussi pour ça aujourd'hui que j'ai plusieurs restaurants, que je m'amuse à faire plein de choses et à vivre de cette passion à 100 à l'heure, en fait. Ouais. Et à regarder la cuisine de plein d'autres endroits, et de la raconter un peu différemment. Ouais, ça t'amène une optique angulaire complètement différente, Top Chef. C'est-à-dire que voilà, t'as pas peur d'aller créer pour une marque quelque chose. T'as pas peur de dire ça je le fais, mais je le fais ça je le fais pas. Voilà, tu t'imposes vraiment avec une personnalité forte, et en disant voilà, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux pas faire, et je me paye aussi ce luxe-là. Ouais. Ça oblige à formater peut-être un petit peu, à conceptualiser un petit peu qui on est, ce qu'on a à dire, ce qu'on a à proposer. D'ailleurs, moi, ça fait prendre du recul, en fait. Complètement. Moi, j'ai dit je vais conceptualiser les choses à partir de Top Chef. Je me suis pas dit tiens, je vais monter un restaurant méditerranéen un peu table chaude, un vrai concept. Avant Top Chef, non, j'ai eu cette optique-là après, parce que voilà, ça, je pense que t'es un diamant brut, et puis on commence vraiment le taillage du diamant. C'est-à-dire, on met les premières facettes, et puis après tu te dis que chaque année qui va passer, ça va aller plus vite, mais tu vas petit à petit faire que le diamant il commence à briller, quoi. Et pour moi, c'est un peu ça Top Chef. T'es un diamant brut, et après voilà. Après, c'est à toi de faire chaque facette de ton diamant. Donc t'es sorti la larme à l'œil. Ouais, mais très vite, tu t'es rendu compte que c'était cool, parce qu'à cette époque-là, mine de rien, c'était porteur. Ça l'est toujours d'ailleurs, parce que c'est quand même un immense tremplin. C'est un immense tremplin. C'est un immense tremplin si tu triches pas. Ouais. Si tu y vas parce que tu veux être une star d'Instagram ou je sais pas, ou de la télé, je pense pas que c'est ce qui marche le plus. Après, quand tu y vas vraiment et que tu veux démontrer ce qu'est ta cuisine, ce qu'est ton âme de cuisinier, là oui, tu marques les gens parce que t'es sincère, quoi. Voilà. Et on revient, tu vois, toujours au même mot, en fait, tu vois, partage, convivialité, sincérité, authenticité. Voilà, c'est ça qu'on veut, et en fait c'est très humain comme sentiment, tu vois. C'est pas de pas tricher, c'est très humain. Ton mood à la sortie, tu le définirais comment? Tu te dis quoi? Tu te dis tiens, j'ai la niaque et on va attaquer comme ça, parce qu'on sent aussi que t'as récupéré à ce moment-là une sorte de, que t'as récupéré, en tout cas que t'as affiné une vision, que t'as une plus grande clarté, une meilleure connaissance de toi-même peut-être aussi. Tu te dis du coup, je vais vers quoi à ce moment-là? Moi j'ai eu, en fait, tout s'est passé quand même à cette époque-là très vite.
je pense que le fait d'avoir un premier enfant, tu rentres dans ta vie d'homme et pas trop de jeune homme, tu vois. C'est-à-dire que tu dis bon bah là en fait, je dois vraiment rendre des comptes à un petit être vivant qui je trouve exceptionnel, qui est d'ailleurs de très loin pour moi la plus belle chose, mes filles, c'est la plus belle chose que j'ai créée dans ma vie. C'est-à-dire, pour moi, c'est mes muses absolues. C'est-à-dire, vraiment, quand je les vois manger, je suis fasciné, tu vois. Et c'est marrant parce qu'en plus, les deux mangent complètement différemment. T'as 2 filles? J'ai 2 filles, ouais. Ah ouais. J'ai 2 filles, ouais. 2 filles moi, la première, la grande, elle a grandi dans la cuisine, dans mon gastro, quoi. Ouais. Donc, elle était goûteuse. Ouais, comme toi, on t'entend. Ouais, comme moi, on m'entend, tu vois. Et donc oui, c'est vrai que je pense que il y a eu une charnière de vie là où premier enfant, Top Chef, je me rends compte de plein de choses et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai arrêté le gastro pas longtemps après. Parce que je sentais qu'on vivait une époque un peu différente, que l'arrivée des réseaux sociaux faisait dîner nos clients d'une manière différente dans le gastro et qui me correspondait moins. Parce qu'en fait, ils venaient plus prendre des photos et dire je suis allé quelque part que de vraiment passer un moment dans le gastro. Donc je me suis dit, attends, il faut que je fasse quelque chose qui me corresponde plus et je vivrai le gastro d'une manière différente. Voilà. Et je pense qu'en fait, ouais, ça peaufine ta personnalité. C'est marrant parce que c'est presque contre-intuitif ce que tu décris, mais en même temps, on y trouve une résonance par rapport à ce que tu dis finalement depuis le début, qui dit que avec le temps, on affine, on va un peu plus vers l'os, et là où tu te dis, on pourrait penser que le gastro permet une créativité, une singularité, toi tu te dis, bon non, justement, il y a peut-être pas mal d'artifices là-dedans. Si au contraire, on va au plus simple, peut-être qu'on va aller un peu plus vers soi, on dirait que c'est un peu ce schéma que tu décris. Quand j'ai monté le premier bagnard, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose en fait qui correspondait beaucoup plus à l'époque dans laquelle on vivait, ça c'est certain. Parce qu'on est passé du gastronomique au Pan-Bagnat, parce que Bagnard c'est porté par cette idée-là, donc surtout alors Bagnard en 10 ans, c'est énormément développé d'une manière complètement différente. On est plus dans une brasserie un peu chic où sa cuisine, c'est plus que le pain Bagnard. Ouais. Mais ça, c'est l'étendard au début. Au début, c'est l'étendard. Ouais, c'est vraiment faire du pain Bagnard. Quelqu'un qui sort, qui fait du gastro et qui fait du street food en même temps. S'il y avait pas eu Thierry Marx qui m'avait dit mais fonce en fait. Il y a même pas de question à se poser. En fait, on vit les choses à 100% et par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on fait, c'est ça la vie, quoi. Et s'il m'avait pas dit ces phrases-là, peut-être que je l'aurais jamais fait, parce que à la base, c'est une idée sur le perron de la maison à vouloir manger un pain Bagnat, justement en se rappelant de Cassis, de manger un pain Bagnat là-bas et qu'on se dit il y en a pas à Paris, comment ça se fait? Puis quand j'ai vu les clients en fait sur ce petit comptoir là qu'on a monté d'un restaurant qui fait même pas 35 mètres carrés en tout et pour tout, et que les gens ils s'amusent, qui parlent fort, peut-être que je reviens un peu aussi aux grandes tablées de la famille, tu vois. Peut-être que ça me correspond plus aussi dans la manière d'être, parce que moi j'avais un gastro qui était pas du tout guindé. Et il s'est guindé avec les réseaux sociaux. Ah ouais. Voilà, c'est pas les gens qui se sont guindés. T'as vu ce truc moi complètement. Je l'ai vu mais totalement, c'est-à-dire les gens ils passaient leur temps sur leur téléphone à prendre des photos. Et du coup, ça parlait moins fort, c'était moins joyeux, c'était moins vivant. Moins joyeux, moins. Je me suis dit non mais en fait là ça me correspond plus. Et puis c'est pas ça, c'est que ça faisait déjà 11 ans que j'étais là-bas. Tu vois, 11 ans avenue de Versailles, à part Jean Humbert qui était la rue derrière, à la Cajou et Yoni Saada avenue de Versailles, 2 ovnis comme ça de la restauration, on sait pas trop ce qu'ils font là. À un moment tu dis 11 ans, j'ai peut-être fait le tour du quartier aussi, quoi. Peut-être que même si j'adore le resto, peut-être que il y a autre chose à écrire. J'ai une autre page à écrire, ouais. Donc mais c'est un virage, un sacré virage. Passer du restaurant gastronomique à l'idée de faire un truc dont l'étendard et le pain Bagnat, c'est un sacré virage. Tu te dis pas à un moment, les gens vont dire que c'est une approche complètement commerciale, que c'est conceptuel, que je me renie, que c'est de la sous-cuisine, que c'est parce qu'encore une fois, la street food aujourd'hui, c'est très marrant d'en parler et de se dire, smash burger, machin truc. Aujourd'hui, voilà, on prêche des convaincus partout. Mais à l'époque, c'est pas aussi simple que ça. Moi, à l'époque, c'est pas simple au début et
Thierry Marx me parle et Comme de Chérizet, qui est l'ancien patron de Goemio, me parle et me dit voilà, on a lancé une dotation jeune talent Goemio. Moi, ton concept, il me plaît. Donc, faut imaginer quand même l'avant-gardisme de Comme de Chérizet, quoi. D'ailleurs, c'est quand même très marqué Goemio. C'est-à-dire, ils ont un avant-gardisme qu'il n'y a pas ailleurs. Ça, c'est certain, tu vois. De dire, vas-y, on a un jeune chef qui fait du gastro. J'avais quand même 15 ou 16 sur 20 au Goemio, tu vois. Donc, c'est l'équivalent d'une étoile. En fait, je me rends compte que finalement, en fait, à chaque fois que j'ai cassé les codes, j'ai peut-être été un peu trop vite au début. C'est-à-dire, maintenant, ne pas mettre de nappe sur une table, bah, c'est normal. Maintenant, avoir une cuisine ouverte, bah, c'est normal. Mais à l'époque, ça l'était pas du tout. Maintenant, pour un chef, faire de la street food, bah, il y a encore 5 ans, bah, c'est normal. Mais quand j'ai commencé il y a 10 ans, bah, c'était pas normal. T'as fait de tout. Moi, c'est quand même, bah, peut-être Top Chef, justement, qui m'a dit, bah, attends, l'orgueil, vas-y, oublie-le. Vas-y, c'est bon. En fait, ton orgueil, tu le laisses de côté. Ouais, t'as envie, vas-y. Tu fais ce que bon te semble par rapport à ta carrière. Je n'ai jamais dit que je ne referais pas de gastro, et je te dis, j'en fais encore au moins 1 ou 2 fois par semaine. Mais en parallèle, j'ai pas encore d'endroit, mais je pense que je referai un gastro au moment où j'atteindrai dans la matière un aboutissement du gastro. Je veux pas faire un restaurant gastro. Je veux faire autre chose. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé ce que je veux faire. Et je veux pas faire un gastro pour faire un gastro. Il te faut la forme. Ouais, il me faut une forme. J'ai besoin d'une matière différente. J'ai besoin d'un écrin différent. Et j'ai pas trouvé l'écrin encore. En tout cas, je sais que je ferai pas un resto gastro. Je sais pas comment je le ferai. Donc, on va rester pour l'instant en suspens dans Chef en parlant de ça, parce que j'ai pas l'idée. Si je l'avais, franchement, je le dirais. J'ai pas de problème à dire mes idées, mais j'ai pas encore trouvé un écrin qui me correspond pour le gastro actuellement. Je veux raconter une histoire un peu différente et je veux pas avoir le restaurant où on tape à la porte, on vient, on rentre comme ça. C'est pas quelque chose qui me parle. En fait, ça me ressemble pas assez. Ça me ressemble plus assez. Voilà. Et je veux vivre vraiment des moments privilégiés. Et tu vois, typiquement, quand j'ai racheté Table Ronde pour faire le 2e Bagnard, c'est là que l'évolution a vraiment eu lieu de Bagnard. Donc, moi, j'avais cuisiné pas mal de fois à Table Ronde. Donc, cette Table Ronde, pour rappeler un peu à tous les gens qui nous écoutent, c'est quoi? C'était une ambition portée par Nicolas Châtaignier, c'est ça, ouais. Qui était vraiment une petite table ronde de 16 ou 18 personnes où le chef était au milieu, cuisiner devant les convives. Donc pareil, imagine l'avant-gardisme. Ouais, très ambitieux. Quelle ambition extraordinaire. Alors limite peut-être trop conceptuel, peut-être trop conceptuel à cette époque-là. Tu vois. Mais pour moi c'était du génie. Voilà, de faire ça, pour moi c'était du génie. Et d'ailleurs, c'était une idée en tout cas. C'est une vraie idée. Ouais, c'était une vraie idée. Et puis même, c'était au-delà de j'ouvre la cuisine. Pour moi, il avait mis au centre de la table le chef. C'est le sujet. C'est le sujet, tu vois. Et la première fois que je suis allé manger là-bas, c'était Giovanni Passerini qui cuisinait. Et là, je me prends une claque. Déjà, je découvre un chef. Tu vois, je me dis putain. Qui est ce chef, quoi, qui me donne une émotion avec un chaud rave. Je sais pas qui est cet homme, mais waouh. Et je le vois cuisiner, je me dis waouh, mais en fait c'est un spectacle, quoi. Et donc c'est vrai que à ce moment-là, j'ai vendu le gastro parce que je me suis dit j'ai fait le tour et j'ai pas envie de tricher avec les gens. Voilà. Je veux pas dire j'ai un gastro pour avoir un gastro, j'ai pas envie de tricher avec les gens. C'est pas là que tu avais envie de raconter les choses et donc t'es à la fin du game. Et donc j'ai cuisiné, j'ai eu la chance de cuisiner pas mal de fois à Table Ronde, de cuisiner devant ces gens-là, d'avoir des challenges fous quand même, là, j'ai le souvenir d'avoir créé un dessert avec de la Saint-Jacques, tu vois, pour te dire, tu vois, la folie de cet endroit. Et quand je l'ai racheté, j'ai dit, voilà, on va faire évoluer Bagnères là-bas parce que pour moi, c'était une suite logique. Alors, pardon, justement, tu dis que c'est une suite logique, mais il y a quand même un pas de côté entre ce qu'on décrit, et pardon de le dire comme ça, et j'ai beaucoup de respect pour ce genre d'idée, et moi-même, en tant que passionné de ça, je serais le premier à aller dans ce genre d'adresse, par curiosité, mais il y a quand même un côté,
on se tire un peu sur la tige. Ça concerne encore 3 couillons de Parisiens qui machin. Enfin, on est dans du passionné là. Bah, quand Nicolas Châtaignier m'appelle parce que du coup on commence à bien se connaître et me dit ouais table ronde. Mais ça marche pas parce que ça peut pas marcher. Trop avant-gardiste et puis je pense qu'il voulait prendre plus de temps pour faire d'autres choses aussi, tu vois. Non mais ce que je veux dire c'est que entre ce concept qui est hyper niche, hyper tu vois, et toi qui t'es dit d'un côté, moi je veux un comptoir et je vais vendre des pambagnas, comment tu fais pour que les deux se retrouvent? Qu'est-ce que justement, je me dis, en fait, table ronde, si j'arrive à faire un mix de bagnards et de table ronde. Et c'est quoi, du coup, ça c'est de dire, voilà, on va développer la street food. C'est plus vraiment de la street food. On va rentrer dans un système un peu de bistronomie où on va complètement ouvrir encore plus la cuisine. Alors, c'est le cuisinier qui va servir au comptoir. Il y aura bien sûr du service aussi à table et tout. Mais c'est-à-dire, on a tout de suite eu ce truc-là. De faire partie des premiers à dire voilà, le cuisinier il peut aussi bien sortir de la cuisine, aller servir un client et lui dire voilà, j'ai créé ça aujourd'hui. Et ça s'est fait super naturellement et je me suis retrouvé aussi avec des cuisiniers qui étaient déjà avec moi dans le gastro, qui sont revenus avec moi du coup, en se disant attends, on va vivre un truc nouveau avec le chef quoi. Et là, on rentre dans la deuxième phase de bagnard. Plus bistronomique, finalement. Plus bistronomique, qui... Donc, spectre un peu plus large, il n'y a plus que des pambagnas. Et puis qui, d'un coup, se retrouve aussi naturellement dans son époque, comme si c'était écrit, on devait rentrer dans ce système de bistronomie. Donc, carte plus large. Carte plus large, beaucoup plus cuisinée. Voilà, donc on rentre dans la deuxième étape et puis on se rend compte que à un moment les murs ils sont trop serrés quoi et que on peut pas accueillir tout le monde et que finalement peut-être que c'est plus trop de la bistronomie mais la brassonomie. La brassonomie, j'allais te le dire, tu vois, c'est ça, c'est peut-être créer un nouveau truc, tu vois, et pareil, et puis on nous a proposé les Galeries Lafayette, on a dit vas-y, on fonce, on va aux Galeries Lafayette, tu vois. Tu vois, quand je te parle de tout ça et que je parle à tous les gens qui nous écoutent de tout ça, je trouve que c'est pas très modeste de raconter toute sa vie comme ça. C'est plus à ta décharge, c'est moi qui le demande. Hein. Ouais, mais c'est plus de dire aux gens, faut sentir les choses dans la vie. Tu vois, c'est vivre avec ses sentiments, vivre avec ce qu'on a envie de faire et ne pas avoir peur de le faire si on se donne à fond pour le faire. Mais dans ce que tu dis, il y a un truc qui mérite d'être précisé. Quand tu dis sentir les choses, il y a toujours un truc, quand on parle d'entrepreneuriat, de se dire, est-ce que je suis capable de sentir, entre guillemets, l'air du temps, est-ce que les gens attendent, mais aussi sentir ce que nous-mêmes, on pense, ce en quoi on croit. Et c'est de ça dont tu parles finalement. C'est plutôt de s'écouter soi et de se dire... C'est de s'écouter soi, en fait, tu vois. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'échec, tu vois, quand tu me dis, ouais, peut-être, pour moi, par exemple, table ronde, c'est pas du tout un échec, au contraire. Je pense que carrément, c'est une case de restauration qui a été posée à un certain moment et qui a fait qu'il y a eu une énorme évolution dans la restauration, un changement dans la restauration. Et ça, c'est Nicolas Châtaignier qui l'a fait avancer la restauration. Ouais. Donc, c'est pas du tout un échec. Je parlais de difficulté à faire vivre une adresse, ou du fait qu'elle ne peut pas vivre. Cette difficulté de faire vivre une adresse. Parce que on en parlait la dernière fois à Foodorama, t'as le phénomène de mode. Est-ce que je suis à la mode ou je suis pas à la mode? En fait, il faut pas être à la mode, mais en même temps, il faut quand même être vivre dans son époque et créer du désir. Tu vois, donc en fait, c'est plein de petites choses qui s'entremêlent. Et à un moment, je pense que de toutes les manières, t'as un petit moment un peu de blanc dans un restaurant qui fait que tu deviens soit tu deviens une institution, soit parce que t'as passé ce moment de blanc, ou soit tu le passes pas et dans ce cas-là, tu pars juste aux oubliettes et t'as vécu ton expérience. Tu vois. Nous, on fait partie maintenant, je pense, peut-être pas encore d'une institution, mais en tout cas d'une marque où tu sais que tu vas manger méditerranéen et qui va te faire voyager en Méditerranée avec des souvenirs. Voilà. Dans la tête des gens, je pense que c'est ça. Et je pense qu'aussi, c'est pour ça qu'on a du mal à changer beaucoup nos cartes dans ce concept-là, parce que à un moment, à part rajouter des choses, les gens ils viennent chercher certaines choses et on peut pas leur retirer ça, tu vois. Et tu deviens un classique, quoi. Tu vois, tu deviens un classique. Et une valeur sûre, ce qu'on appelle une valeur sûre. Ouais, voilà. Et ça, c'est du travail, c'est et faut pas avoir peur de plus être à la mode. Non, c'est bien de plus être à la mode aussi. Il faut
tu vois, vouloir toujours être, je crée ce truc-là parce que c'est à la mode à Dubaï, je crée ce truc-là parce que c'est à la mode là-bas. Non, en fait, moi en tout cas, je suis pas comme ça. Mais c'est marrant parce que c'est ce que tu décris depuis le début, finalement, quand on y réfléchit. Et typiquement, l'épisode Top Chef dont tu décrivais l'introduction en te disant je vais pas y aller parce que j'ai un orgueil, je m'imagine qui était finalement une distance par rapport à ce que ça allait être en réalité. C'est une des erreurs de jugement que t'as faites, parce que finalement, tout ce que tu nous dis depuis le début, c'est qu'il faut aller au plus près de ce qu'on croit, de ce qu'on se dit, et ne pas se mettre des filtres en se demandant si ça va marcher ou au contraire si ça va planter. Ouais. Il faut y aller si c'est là où on doit être et si on pense que c'est là qu'on doit faire les choses. C'est pour ça que je dis, il faut aussi avoir la modestie de remercier les gens qui font que, qui sont dans ta vie et qui font que, des fois, tu ferais peut-être pas ce choix-là, mais grâce à eux, tu fais ce choix-là. Oui, mais c'est pas facile de savoir quelle case cocher ou se dire que j'y vais. Des fois, tu fais des erreurs, mais tu vois, moi, j'ai parlé de ma femme, mais je peux te parler aussi de plein de personnes de mes équipes qui ont fait qu'on maintenant, aujourd'hui, on a plusieurs restaurants parce que c'est des gens qui évoluent depuis des années et des années avec moi et sans qui, s'ils étaient pas avec moi, j'en serais pas là aujourd'hui, tu vois. C'est pas que le fruit de mon travail, quoi. C'est le fruit d'équipes, de gens, de rencontres, d'opportunités, de plein de choses, je tombe mais je me relève, et puis de toute façon, comme on dit souvent, c'est au pire tu touches le fond, tu peux que remonter, quoi. Tu peux que remettre un petit coup de pied et essayer d'aller retrouver ce qui se passe au-dessus, quoi. Il y a des moments comme ça où tu t'es retrouvé et où tu t'es dit pourquoi je fais ça, ou franchement je suis à bout, ou j'y arrive pas, ou est-ce que t'as jamais douté? Parce que quand tu décris ton histoire avec cette philosophie-là, on a l'impression que mine de rien, t'as construit de manière assez continuelle, progressive. Linéaire, non, j'imagine qu'il y a forcément des hauts et des bas, mais quand même, globalement, on dirait que t'as quand même couru avec une espèce d'endurance assez marathonienne, quoi. Alors déjà, linéaire, j'aimerais bien savoir qui est linéaire, parce que franchement, je connais pas beaucoup, moi, des linéaires. Hein. Je pense non, mais linéaire, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où il y a quand même une intensité qui s'est maintenue. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de décrochage immense où tu t'es dit, bon, en fait, les mecs, j'arrête. Ou je plaque tout. Ou j'ai pas l'impression qu'il y a eu ça. Chez toi? J'ai pas eu ça parce que peut-être qu'aussi j'ai été formaté à ne pas avoir ça, tu vois. On parlait du gastro, à ne pas lâcher, tu vois. Ah, mais enfin, quand on est dans l'intensité, c'est, enfin. Ouais, mais peut-être que dans la vie, t'as rien sans rien, et peut-être qu'aussi c'est le fruit de ton passé qui fait que tu lâches ou tu lâches pas, tu vois. Et pour ça, moi, je dis toujours. Ah, mais rends-toi compte, les gens qui lâchent, parfois, ça peut s'entendre aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais complètement, mais c'est pas une fin en soi, tu vois. Ah ouais. C'est-à-dire, des fois, moi, pour l'instant, j'ai jamais eu le sentiment, j'ai toujours eu comme tout le monde, des petits moments de craquage, de dire, voilà, oh là là, mais là, ça va vraiment pas, c'est des vrais coups durs. Et tu vois, t'as l'impression qu'on te met des petits coups et qu'à un moment t'es vraiment sur les genoux, mais bon, j'ai jamais eu ce truc-là de me dire ouais là, ça y est, je suis obligé de lâcher. Peut-être que ça arrivera un jour, je me le souhaite pas, mais en tout cas c'est pas une fin en soi. Qu'est-ce qui t'a fait carburer, toi, tout du long finalement? Parce que là, on sent qu'il y a un appétit aussi d'ouvrir des choses qui te parlent. On sent qu'il y a ce truc de se dire j'ai envie d'entreprendre, pas pour entreprendre, mais parce que ça m'amuse, ça me donne envie, ou j'aurais envie de ça, moi, et j'aurais envie qu'on vive cette aventure-là ensemble. Parce qu'il y a aussi ce truc on sent d'embarquer des gens qu'il y a autour. Déjà, moi, il y a une phrase que j'adore, c'est, déjà, il faut savoir que tant que t'as la santé, tu vois, c'est la plus belle chose que t'as. Donc, si tu vis de passion, d'envie, de désir, et que t'as la santé, t'as un échec, tu vois. Et il y a une expression qui est géniale, en fait, que quand t'as la santé, t'as 1000 problèmes, et quand t'as pas la santé, t'as un problème. Et ça, c'est une expression qui est extraordinaire, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ça te remet quand même direct à ta place. Donc, ok, au pire, t'as monté un château de cartes, il s'est écroulé. C'est pas grave. On va se dépasser, on va aller chercher autre chose, et on va faire en sorte que, mais vivre de sa passion, il y a quoi de plus beau? C'est-à-dire se lever le matin et dire voilà, je vais vivre de ma passion. Il y a rien de plus beau. Il y a rien de plus beau. De voir des gens sourire, te remercier parce qu'ils passent un bon moment. Pour moi, il y a rien de plus beau. Il y en a, c'est pas leur désir. Moi, c'est mon désir. Moi, j'aime les gens, j'ai envie de partager des choses avec eux. J'aime bien qu'on me dise qu'on a goûté ça là-bas et que nous, on le fait comme ci et eux, ils le font comme ça. Enfin, tu vois, et donc, en fait, je pense que de toute façon, tu fais ce métier parce que t'aimes les gens. Tu fais pas ce métier parce que juste t'as envie d'écrire quelque chose dans une assiette. Non, tu fais ce métier.
restaurateur, je parle pas que de chef, de restaurateur, parce que t'aimes les gens et que t'as envie de raconter une histoire et que cette histoire, elle te ressemble et que tu peux la raconter à travers un lieu de vie. Et moi, c'est ça qui me plaît. Et tu ouvrirais une nouvelle adresse parce que ça t'amuse d'ouvrir une nouvelle adresse, ou tu n'ouvrirais une nouvelle adresse que parce que tu as envie d'y raconter quelque chose? Parce qu'aujourd'hui, on se parle, tu dis on a quelques restaurants, mais on se parle d'un groupe. Pour le coup, aujourd'hui, tu as créé une petite constellation, mine de rien. Qu'est-ce qui fait que du coup, tu vas ouvrir de nouvelles choses et de nouveaux terrains? Tu vois, quand on a monté la marque Super Blue, ça a duré vraiment... je l'ai fait justement là où il y avait Bagnard à Table Ronde, dans le Marais, tu vois. Et je l'ai fait vraiment comme un espèce de pop-up sur presque 2 ans. Le but, c'était de voir si déjà ça m'amusait de le faire, si ça parlait aux gens. Donc de faire résonner deux cultures, en l'occurrence. Exactement. Et donc, certains pourraient se dire, ouais, c'est un échec parce qu'au bout de 2 ans, il a pas gardé son resto, truc et tout. Moi, je le prends pas du tout comme ça. Au contraire, je le prends, on a raconté une histoire pendant 2 ans. On s'est rendu compte que finalement, en fait, le lieu ne s'apprêtait pas, en fait. Ne s'y prêtait pas. Donc, en fait, quand on m'a proposé de le racheter, j'ai dit, ouais, vas-y, on y va, on fonce, et on va le monter ailleurs parce que, à la base, c'était un Bagnard, on l'a transformé, j'ai raconté mon histoire, ça m'a amusé. Ouais. Mais je prends pas ça comme un échec de m'être séparé d'une marque à ce moment-là. Tu le rends mal et tu te dis, j'irai peut-être le projeter ailleurs si j'ai envie de le redéployer. Ailleurs parce que ça m'a plu et parce que je m'amuse. Mais par contre, l'histoire, quand je la raconte, j'essaie d'avoir cette vision, cette vibe, tu vois. Moi, j'y crois beaucoup à cette sensibilité de vibration dans un lieu, tu vois. C'était un lieu qui était trop serré, donc qui allait bien à Bagnard, mais qui allait pas à cette marque-là parce que justement, c'était peut-être plus épuré aussi dans les assiettes, tu vois. Donc, tu avais besoin de plus de place, tu vois. Donc, peut-être d'avoir des recoins. Tu vois, c'est un côté un peu très japonisant aussi dans ce truc-là. Donc voilà, j'ai aucun regret de m'être séparé de cette adresse, même si à chaque fois que tu rends une adresse, souvent t'as un petit pincement au cœur parce que tu tournes une page où t'as vécu beaucoup d'histoires, de moments, de joie ou difficile ou quoi, mais en tout cas, tout ça, en fait, tu tournes une page, donc ça fait toujours un pincement au cœur. En tout cas, moi, je garde longtemps mes endroits et j'y suis attaché. Et quand j'achète un endroit, je l'achète aussi par vibration, pas que dans le quartier, mais par vibration. J'ai besoin de sentir que l'endroit, il a une belle âme, tu vois. Ouais, que ça résonne avec ce qui t'anime. L'échec, c'est ce qui construit le plus, tu vois. Donc c'est pas parce que tu te sépares d'un endroit que tu le considères comme un échec, il faut mal le prendre. Non, au contraire. C'est j'ai fait ça, tout le positif, le chemin. C'est mon chemin. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, quand t'as envie d'ouvrir quelque chose, c'est parce que tu sens quelque chose, qu'il y a une vibration, qu'il y a quelque chose, une histoire que t'as envie de raconter. Ouais. Après, maintenant, comme on en parlait la dernière fois, c'est vrai que je vais faire un peu plus attention aussi à l'emplacement parce qu'il faut aussi qu'il y ait du passage, tu vois, selon le concept que je monte, tu vois. Un Super Blue, pour moi, il a besoin moins d'un emplacement de grand passage. C'est un endroit que tu vas chercher pour une vraie raison. Ouais. Tu vois, un Bagnard, t'as besoin de plus de passage. C'est un endroit de vie, tu vois. C'est un endroit typiquement méditerranéen. C'est-à-dire, plus t'as du passage, plus t'as envie de voir des gens qui se posent, on boit un verre de rosé, on mange une petite panisse, tu vois. C'est très vivant, ça parle un peu fort, tout ça. Donc, c'est différent, quoi. Ouais. Et il faut vivre les choses à fond, quoi, et sincèrement. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce que Yoni nous a offert cette semaine, dans ce récit. Il y a cette idée qu'on doit faire bien. Ça ici, ça revient. Il est rare de croiser sur ce podcast les chefs qui font les choses à moitié. Donc, il y a cette volonté originelle, cette façon d'aller franchement et de se frotter aux plus exigeants. Et puis, l'indépendance, l'envie de prouver, torse sûrement un peu bombé à l'époque. Gastronomie, restaurant phare, ça tombe bien, Top Chef signe et valide Yoni Saada entre très jeunes dans la sphère des étincelles de ceux qui tracent et qu'il faut garder à l'œil.
Alors on pourrait chercher le point à partir duquel il a voulu aller voir ailleurs. Et finalement, si vous avez bien écouté, c'est assez net. C'est lorsque dans son restaurant, les convives ont commencé à venir pour en être. Le jour où finalement son message n'était plus perçu et que la cuisine ne pouvait plus livrer justement sa sincérité. Alors ça, c'est très fort. Il a continué de chercher, il s'est amusé, décomplexé, il est allé voir ce qu'il avait à dire, à emporter, ou sur le pouce, et finalement, en réduisant l'orchestre à son strict minimum, presque imaginez un pambagna, et donc depuis cet endroit-là, il a réécrit, plus profond, il a élargi la famille, les envies, les adresses, et la ligne s'est épaissie. Sa cuisine aujourd'hui, elle la suit ainsi, tout autour du bassin, réunissant les traditions, franchissant les frontières, sans même en parler. La cuisine de la Méditerranée s'écrit pour lui chez Bagnard, chez Zaza, dans un pita à emporter ou au bistrot plus installé. Yoni Saada a trouvé sa voie. Il a fait une boucle pour se retrouver lui-même, dans ce qui l'anime au plus profond, à l'endroit où il se déploie, face à sa mère, la nôtre, j'ose dire, allez, la vôtre peut-être aussi, celle à qui l'on parle quand on la retrouve. Un pambagna sur les rochers de Macalanque, un pambagna signé Saada. Franchement, je peux pas rêver mieux que ça. Merci, chef, d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire. Merci, Yoni, d'entrer ainsi dans cette série. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'être toujours aussi fidèles. Merci pour les messages que je reçois en ce moment et qui disent votre attachement à ce podcast. En même temps, comment ne pas aimer tous ces récits touchants, inspirants, toutes ces histoires livrées sans filtre et qui nous emportent chaque semaine. Vous pouvez m'écrire sur Insta, sur le compte chef_podcast, _ c'est le tiré du 8. N'oubliez pas de laisser une note sur votre plateforme. Vraiment, je sais, je me répète, mais c'est crucial pour que ce travail de longue haleine soit partagé et que ces histoires touchent le plus grand nombre et inspirent les jeunes générations. Allez, on repart en cuisine ou à table, je sais pas, choisissez. Moi, vous savez, je vous attends ici, très vite, dès vendredi, tiens. Alors d'ici là, prenez soin de vous et continuez de parler de votre podcast préféré. Salut!